Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de STBI. Aujourd'hui nous allons traiter d'un nouveau chapitre, à savoir les effluents liquides. Les effluents liquides qui sont ces liquides qui sortent des entreprises, notamment industrie agroalimentaire, mais pas que, et qui sont éventuellement une pollution pour l'environnement et qu'il faut donc obligatoirement traiter pour essayer d'éliminer cette pollution. Alors normalement, vous avez accès au cours qui est déjà rempli, mais tout au long de ce cours, je vais vous raconter, vous expliquer, vous commenter ce cours, donc n'hésitez pas à prendre des notes en plus par rapport au cours que vous avez sous la main, vous prenez des notes, et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire ces questions sur un brouillon pour pouvoir me les poser par mail si besoin. Allons-y. Alors, tout d'abord, un premier poster pour savoir un peu de quoi on parle. Donc, on a nos industries ici, alors nos trois grands secteurs à nous qui nous intéressent, agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Bien évidemment que ces industries ont besoin d'eau propre, pour différents besoins, que ce soit les lavages, nettoyages, mais aussi leur propre process, que ce soit pour utiliser l'eau et que cette eau ne soit pas dans le produit fini, ou alors utiliser l'eau et que l'eau soit elle-même dans le produit fini. Par exemple, bien évidemment, pour faire des bières, des jus de fruits, etc. Ou alors pour nettoyer, ou alors pourquoi pas pour faire des traitements thermiques, donc production de vapeur, vous avez besoin d'eau. Donc il y a déjà un besoin d'eau, bien évidemment, pour toutes ces industries. Et puis au cours du process, peut-être que cette eau sera en trop, donc on va devoir la jeter, que ce soit des eaux de lavage ou des eaux de process, il y aura forcément des effluents, on parlera donc d'effluents liquides. Alors, il y a différents types d'effluents, deux grands types d'effluents, enfin trois, des effluents gazeux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, des effluents solides, ce sont des boues qu'on pourra traiter, et puis des effluents, c'est ce qu'on va parler d'aujourd'hui, des effluents liquides. Et ces effluents liquides ont un contenu chimique qui peut être plus ou moins polluant. Un contenu, on va le voir en détail, matière organique, des graisses, des matières minérales, et puis des caractéristiques physico-chimiques, température et pH, qui peuvent nuire donc à l'environnement. Donc c'est tout ça dont on va parler. Alors, donc une petite introduction. Donc l'origine de ces effluents liquides dans les industries agroalimentaires, ce sont des eaux de lavage, par exemple pour les légumes que l'on veut traiter dans les industries agroalimentaires, mais aussi, pourquoi pas, pour nettoyer les locaux. On peut avoir aussi des eaux de trempage lorsque on fait germer des graines, comme de l'orge, mais aussi, pourquoi pas, la germination des graines de soja. Donc là, il y a des eaux de trempage. Ces eaux de trempage, après, on va s'en débarrasser, donc c'est un effluent liquide. On peut avoir des traitements thermiques, bien évidemment, comme la stérilisation. Et puis ces eaux il va falloir les jeter, donc là encore ça va être un effluent. Et puis pourquoi pas des eaux d'extraction, lorsqu'on veut récupérer un mou ou un jus. Bien évidemment, après ce mou va être traité, on va récupérer la matière, le produit finalisé qui nous intéresse, que ce soit le sucre ou autre chose. Et il y aura donc un jus extrait qu'on devra jeter, ça c'est l'effluent, qu'il faudra donc traiter. Et puis vous avez d'autres produits liquides qui peuvent intervenir dans ces process industriels. Par exemple, des effluents qui peuvent être chargés en antibiotiques si les animaux d'élevage ont été traités par des antibiotiques. Donc bien évidemment que là ça pose un gros problème, ces antibiotiques, de les rejeter dans la nature. Mais vous avez aussi au niveau des abattoirs, pourquoi pas, le sang qu'il faudra pré-traiter. C'est une pollution organique très importante. On n'a pas le droit de déverser le sang comme ça dans les cours d'eau. Ou alors, pourquoi pas, des produits finis qui sont ratés. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a le droit de les jeter dans la nature? Donc finalement, ces effluents vont avoir un contenu minéral et un contenu organique très très diversifié, parce qu'il existe de très nombreuses entreprises avec différents traitements. Et assurément, il va falloir traiter ces effluents, donc ça va être une pollution qui va être coûteuse, parce que bien évidemment, aujourd'hui, la question de l'environnement est une question au centre des préoccupations de tout citoyen, donc ça retombe sur l'image de marque de toute entreprise, bien évidemment. Et puis, l'entreprise doit avoir une réflexion anticipée sur cette pollution,
dans une méthodologie de type HACCP, il doit savoir qu'est-ce qu'il va faire de ces effluents et comment il va les traiter. Alors on va caractériser un petit peu ces effluents, principalement en industrie agroalimentaire. Donc les paramètres physiques de ces effluents sont le pH et la température. Si vous avez des effluents qui sont trop chauds, qu'est-ce que vous devez faire avant de les rejeter dans la nature? Si vous avez des effluents qui ont des pH qui sont trop extrêmes, est-ce que vous avez le droit de les rejeter dans les cours d'eau? Donc bien évidemment, il faut se poser ces questions, mais il y a aussi bien évidemment la nature chimique de ces effluents, avec leur contenu en azote, leur contenu en phosphate, leur contenu en graisse, notamment pour les produits carnés. Et puis, est-ce qu'ils contiennent oui ou non des substances toxiques comme on vous dit des antibiotiques, des solvants de l'extraction, mais vous pouvez aussi penser aux pesticides. Donc il faut faire très attention à ça. Et une des grandes caractéristiques, on le reverra plus en détail tout à l'heure, c'est l'extrême variabilité de la nature chimique de ces effluents au cours du temps. Et donc comment traiter cette variabilité sur des structures d'épuration qui, elles, sont plutôt stables. Alors ici, vous avez un tableau qui vous présente un petit peu cette réflexion qui est menée au niveau régional, avec un tableau de redevance des pollutions, programme d'intervention des agences de l'eau. Donc en fonction des régions, bien évidemment, les institutions, on parlera des DRIR par exemple, ou de l'ADEME, vont organiser justement une collecte des eaux usées par rapport au réseau d'entreprises qui se trouve dans ces régions, et par rapport à ce réseau d'entreprises, ils vont essayer d'estimer les types de pollution et les quantités. Alors ici, justement, au niveau des colonnes, vous avez les différents types de pollution. Vous avez les MES, alors vous avez ici les légendes, matière en suspension, MO, matière oxydable, des sels solides, donc des acides, matière ici inhibitrice en équitoxe. On reparlera un petit peu, c'est ici un petit peu plus bas, l'équitoxe. Alors qu'est-ce que c'est que la matière inhibitrice en équitoxe? L'équitoxe, c'est la quantité de toxicité qui, dans 1 mètre cube d'eau, va immobiliser au bout de 24 heures 50% des daphnies, qui sont des petits crustacés d'eau douce. En fait, c'est l'impact de la pollution sur une flore présente dans les cours d'eau, sur une flore animale, une microflore animale. Et là, il s'agit donc de petits crustacés d'eau douce. Et donc, c'est donc un critère d'évaluation de la pollution qui est indirect, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas la pollution elle-même, mais l'impact de cette pollution sur une population qui vit dans ces cours d'eau. Et ça s'appelle donc l'équitoxe. D'accord? Donc ceci est mesuré. On peut mesurer aussi la quantité d'azote qui est déversée, qui est présente dans ces effluents liquides, sous forme d'azote réduit ou d'azote oxydé. Les quantités de phosphore aussi, l'AOX, composé organo-halogéné adsorbable. Et puis on essaye d'évaluer en fonction des régions quel type de pollution se retrouve dans les effluents. D'accord? Et en fonction de l'ensemble, il y a plusieurs types de pollution selon les régions. En fonction de la quantité de types de pollution, eh bien, chaque entreprise devra payer une taxe, une redevance pollution. Voici un autre tableau, lui, qui présente pour le coup des méthodes de dosage, mais ça, je pense que vous connaissez plutôt. Ce sont des technologies qu'on utilise en travaux pratiques. Donc comment est-ce qu'on mesure tel ou tel type de pollution? Alors par exemple, pour ce qui est du pH, bien évidemment qu'on va utiliser de la pH-métrie, et on vous met dans cette dernière colonne aussi l'impact environnemental de ce type de polluant. Donc assurément, si vous faites varier trop le pH, ça va agir plus ou moins défavorablement sur des micro-organismes qui participent aux stations d'épuration. Parce qu'il y a une épuration qui va être de type minéral, chimique, et puis il y a une épuration qui va être plutôt de type biologique, avec des micro-organismes. Bien évidemment, ces micro-organismes peuvent avoir une croissance optimale avec tel ou tel type de pH. Donc vous ne pouvez pas leur déverser sur ces micro-organismes des effluents qui ont des pH qui soient trop extrêmes. Donc il faut faire attention à cela. Et donc on mesure par la pH-métrie. La salinité, elle, va pouvoir se mesurer par conductimétrie. Bien évidemment qu'elle va avoir un impact sur les micro-organismes des stations d'épuration. Le taux d'azote, lui, vous le savez, c'est une technique qu'on utilise en TP qui est la méthode de Geldahl. Et bien évidemment, ce taux d'azote va avoir aussi un impact
au niveau de la flore, mais aussi de la faune, au niveau des cours d'eau, par exemple, donc dans la nature, avec un mécanisme, une conséquence très importante, très néfaste, qu'on appelle le mécanisme d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quand justement il y a trop de matière au niveau de la pollution, trop de matière qui va venir favoriser la croissance d'algues au niveau de ces cours d'eau. Ces algues vont avoir une croissance démultipliée au niveau de ces cours d'eau. On va retrouver beaucoup d'algues à la surface et assurément ces algues vont venir occuper toute la surface des cours d'eau, ce qui va nuire en fait à toutes les autres populations, que ce soit des populations microbiennes ou des microflores qui se trouvent normalement dans ces écosystèmes. Donc une surpopulation exagérée des algues, notamment par une quantité d'azote trop élevée au niveau des effluents. C'est l'eutrophisation. Terme à retenir, à savoir écrire. Quantité de phosphate aussi trop importante qui va se mesurer, elle, par colorimétrie, qui conduira, elle aussi, à un mécanisme d'eutrophisation. Présence trop importante de graisse. Alors, les graisses en TP, bien évidemment, qui ne sont pas hydrosolubles, donc il faut les extraire avec des solvants. Et en fonction des différents types de graisses, vous avez peut-être vu ça en biochimie, ou pas encore, en fonction des différents types de graisses, eh bien, vous avez des graisses qui sont acétonosolubles, des graisses qui sont solubles dans le chloroforme, des graisses qui sont solubles dans l'hexane. Donc on peut extraire les différents types de graisses et puis les évaluer. Vous avez les matières en suspension qui sont présentes dans ces effluents. Alors bien évidemment, ces matières en suspension, on va pouvoir les filtrer et ils vont agir sur le trouble de l'eau. Autre paramètre très important au niveau de ces effluents, ce sont des paramètres sur la matière organique, la quantité de matière organique, et on va mesurer ce qu'on appelle la DCO, qui est la demande chimique en oxygène. Alors, DCO veut dire, donc, cela correspond à un dosage d'oxydoréduction, donc par volumétrie. C'est la quantité de dioxygène sous forme d'oxydant nécessaire pour oxyder 1 litre d'effluent. Donc comprenez bien qu'on ne va pas mesurer directement l'oxygène, mais on va mesurer quelle quantité d'oxydant va pouvoir oxyder la matière organique. Donc ça peut être par exemple du permanganate qui va oxyder la matière organique présente dans l'effluent. D'accord? Et on va, par contre, l'unité, même si on utilisait par exemple du permanganate, l'unité, ça sera une quantité d'O2 par litre d'effluent traité. D'accord? Et ça va constituer donc la DCO, la demande chimique en oxygène. Et puis, bien évidemment, si vous avez une DCO trop élevée au niveau de l'effluent liquide, et bien là, ça pourra bien évidemment induire un développement bactérien trop important dans le cours d'eau. Donc ça aussi, c'est pas très bon. Et puis, en parallèle de la DCO, on va pouvoir mesurer une DBO5. Cette DBO5, c'est le même principe, sauf que ça va pas être un dosage chimique, mais ça va être une méthode indirecte, ça va être une consommation de la matière organique, non pas par un oxydant chimique, mais par des micro-organismes. Donc on va essayer d'évaluer la croissance des micro-organismes sur cette matière organique polluante sur 5 jours, et on va estimer donc la quantité d'oxygène nécessaire aux micro-organismes pendant 5 jours pour pouvoir oxyder 1 litre d'effluent à 20 degrés Celsius. Et là, à ce moment-là, on parlera de DBO5, le 5 étant ici pour les 5 jours. D'accord? Et c'est en milieu aérobie. Quantité d'oxygène, donc on est bien en milieu aérobie, de ces micro-organismes, quantité d'oxygène qu'ils vont consommer pour traiter cette matière organique polluée. C'est la DBO5. On verra un petit peu plus tard justement que généralement, on ne s'intéresse pas simplement à la DCO ou d'un autre côté à la DBO5, mais on s'intéresse plutôt à un rapport DCO sur DBO. Et que pour qu'il y ait une bonne qualité de l'effluent liquide, il faut que ce rapport DCO sur DBO soit de l'ordre de 1,5 voire 2. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, DCO plus DBO5, les deux critères peuvent être rassemblés sous la forme d'une formule 2 DBO5 plus DCO, le tout divisé par 3, exprimé toujours en quantité d'O2 par litre d'effluent.
Et l'ensemble constituera ce qu'on va appeler la matière oxydable totale. Et bien évidemment, on pourra s'intéresser à cette matière oxydable totale pour caractériser donc cet effluent et donc sa pollution organique. Vous avez aussi les MI qui sont les matières inhibitrices. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la mesure de l'équitoxe, c'est-à-dire ces polluants qui vont inhiber cette microflore que sont les daphnies, donc une toxicité sur la faune. Alors assurément, en fonction de tous ces polluants, il existe une réglementation sur ces effluents liquides. Il y a des contraintes qu'il faut respecter pour ce qui est de déverser ces effluents liquides dans le milieu extérieur. Donc une législation a été déposée, législation par des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Il y a des règlements qui sont définis pour les industries agroalimentaires. Alors il y a deux régimes au niveau de ces règlements, deux régimes. Il y a ce qu'on appelle un régime d'autorisation ou un régime de déclaration. Bon, tout ça, ce sont des termes de réglementation, vous n'avez pas besoin de vous arrêter là-dessus et de tout comprendre forcément. C'est juste, soit il faut avoir une autorisation, soit si vous n'avez pas l'autorisation, il faut déclarer auprès des instances régionales. Bien évidemment, le deuxième régime étant moins contraignant. Ces effluents liquides vont être plus ou moins déshydratés. On va voir justement, je vais vous montrer un diaporama qui vous montre comment on fait une déshydratation des effluents liquides pour obtenir ce qu'on appelle des boues, c'est-à-dire de la matière solide en poudre. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait des boues en question? Est-ce qu'on a le droit de les déverser dans les champs, par exemple? Alors, ces boues industrielles, qui sont donc des résidus organiques ou minéraux, sont des déchets des traitements des effluents liquides. Et bien évidemment, ils sont sous la responsabilité de leurs producteurs. Et il y a des règles qui fixent l'épandage des boues en fonction des régions. On a le droit de déverser à tel moment de l'année les boues dans les champs et en telle quantité maximale. Il y a des règles d'épandage qui sont prévues. Okay? Donc, il y a des taux maximum de pollution minérale et organique, c'est ce qu'on a vu dans les tableaux précédents, et puis il y a des règles d'épandage qui sont organisées. Alors, on va voir justement un diaporama pour vous présenter un petit peu comment sont traités les effluents liquides pour devenir des boues d'épandage en format photo. Donc, ce que vous voyez ici sur cette photo, donc c'est un champ, et puis toute cette chaîne de conteneurs sont en fait la chaîne de process de traitement de l'effluent liquide pour obtenir à la fin, vous voyez, il y a de la matière solide qui tombe en forme de poudre dans une benne, et c'est ça qu'on va appeler les boues d'épandage. Okay? Mais on commence d'abord en début ici dans ce premier conteneur, c'est le premier conteneur dans lequel va arriver les effluents liquides. Alors, un décanteur, tout d'abord, donc l'effluent liquide va arriver dans un décanteur, ça vous ramène à ce cours sur la filtration, le cours filtration. Donc, pour petit rappel, notamment pour les premières années, un décanteur, donc c'est une espèce de benne où le liquide arrive et il y a de la matière en suspension. Ces matières en suspension, par gravité, vont tomber au fond et ils vont générer une sorte de partie claire qui est supérieure et une partie plus concentrée en matière solide en suspension dans la partie inférieure du décanteur. Et ici, vous avez un système de pompe qui va venir aspirer. Donc les boues qui sont en fond du déconteneur primaire vont être aspirées et être envoyées vers la partie suivante de la chaîne du traitement des effluents. Donc vous avez ici les boues qui sont envoyées vers la centrifugeuse. Centrifugeuse, on en reparlera tout à l'heure. Donc vous avez ici une pompe qui vient aspirer ces fameuses boues, une pompe à 1440 tours par minute avec une dépression donc de moins de 8 bars. Et puis il va falloir au niveau de ces effluents liquides, il va falloir essayer de séparer les matières solides de la partie totalement liquide, et pour y arriver on va essayer d'agglomérer les parties solides entre elles.
et en faire en sorte que ces parties solides qui sont en suspension ne soient plus vraiment en suspension mais s'agglomèrent. Et pour cela, on va ajouter des agglomérants sous la forme d'un polymère. Donc ici, vous avez une unité qu'on appelle l'unité polymère, et c'est un produit, un polymère, une molécule chimique qui est polymérisée, qui est au départ en trop grande concentration. Donc il y a tout d'abord un conteneur qui va consister à réaliser une dilution du polymère. Donc là, vous avez l'unité de dilution du polymère. Donc on nous dit le polymère est un produit chimique. Obtenir un mélange homogène bout-polymère permet la pré-séparation liquide-solide. Donc dans un premier temps, ici vous avez la dilution du polymère. Donc dans cette partie du conteneur, le polymère va être dilué au centième. Donc il y a une arrivée d'eau, d'accord, au process, une arrivée d'eau, une arrivée de polymère, et il y a une dilution dans un mélangeur qui est effectué au centième. Le polymère dilué est transféré dans un bac où il va subir une autre dilution. Donc ici, arrivé dans le tank 1, bac qui contient la première dilution, donc vous avez d'abord une dilution au centième qui est réalisée, 1%, puis vous êtes transféré dans un second bac où de nouveau il y a une deuxième dilution qui est faite pour arriver à une dilution finale de 0,5%, et enfin le tout est transféré dans un troisième bac. La dilution finale est en attente pour être envoyée vers la centrifugeuse où cette dilution au 0,5% en polymère va rencontrer l'effluent liquide qui est pollué avec la matière en suspension. On arrive donc à la... alors là c'est une photo justement qui vous montre ici l'arrivée d'eau qui permet la dilution du polymère, et ici la sortie du polymère qui a été dilué à 0,5% qui va aller vers l'autre partie de cette chaîne, vers la centrifugeuse. Et donc c'est au niveau de la centrifugeuse qu'arrive le polymère dilué et l'effluent pollué. Donc voilà la centrifugeuse, donc elle est présente dans un autre conteneur, d'accord. Cette centrifugeuse, donc je vous renvoie au cours pour les deuxième années sur le cours sur la centrifugation, mais voilà à quoi ressemble cette centrie. C'est une centrie à vis sans fin, on avait déjà vu ce mécanisme. Alors petit rappel, ici vous avez l'arrivée des bouts, c'est-à-dire notre effluent liquide qui contient de la matière en suspension, et on lui injecte en même temps le fameux polymère qui est lui dilué à 0,5%. Le polymère va se lier aux matières en suspension et va agglomérer ces matières en suspension. Ceci va faciliter la centrifugation, c'est-à-dire rotation à grande vitesse, et puis les particules à plus grande densité, c'est-à-dire les bouts vont être éjectés vers la périphérie, alors que les matières beaucoup plus légères, c'est-à-dire les eaux, qui sont débarrassées de leur matière en suspension, elles vont rester plus près de l'axe, vont aller dans un autre compartiment. Et donc ici, c'est une centrifugeuse à vis sans fin qui entraîne en fait les bouts vers un compartiment extérieur, ici, alors que les eaux qui ont été extraites vont partir ici dans la périphérie de la centrifugeuse à vis sans fin. D'accord ? Alors ici on a une vitesse de l'ordre de 2000 tours par minute. Donc la vis sans fin va permettre de pousser en fait cette matière solide agglomérée grâce au polymère. Elle la pousse et donc elle la concentre jusqu'à arriver à cette extrémité où en fait elle est extraite de la centrifugeuse. Et voilà à quoi ça ressemble. Ici vous avez les poudres de matière solide qui ont donc été déshydratées. Comprenez bien que l'agglomérant fixant les matières en suspension, et bien donc les matières en suspension sont extraites, et ces matières en suspension sont donc finalement déshydratées. Donc on vous dit, sortie des bouts déshydratés de la centrifugeuse sur un tapis roulant, alors que l'eau qui est extraite, sortie de l'eau dans un bac, cette eau est rejetée en amont de la station d'épuration. D'accord ? Et ici vous avez les bouts qui finissent par tomber dans la benne, qui vont être envoyés, cette benne va être envoyée par un camion pour être déversée, pourquoi pas, dans des champs, avec, comme on l'a dit, bien évidemment, tout un calendrier au niveau régional pour savoir à quel moment on a le droit d'épandre ces fameuses boues. Ok ? Donc je reviens ici. Donc contrainte à respecter, on l'a vu.
Donc un régime d'autorisation, arrêté préfectoral, un régime de déclaration, les boues industrielles. Les boues industrielles, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire c'est la déshydratation des effluents liquides pour faire de la matière solide. Elles sont sous la responsabilité du producteur, premièrement, et elles peuvent être épandues ou transformées en granulés, et il y a donc des règles d'épandage obligatoirement. Bien évidemment, il y a des aides financières au niveau régional pour ces entreprises, c'est-à-dire que non seulement on va voir que les entreprises doivent payer un impôt, mais que si jamais elles font le traitement de ces polluants, de ces effluents pollués, si elles font le traitement, à ce moment-là, elles recevront justement une contribution financière à la dépollution de cette pollution. Alors on nous dit, celui qui va épurer sur celui qui va traiter la pollution va être aidé. Donc il y a des aides financières pour ces entreprises qui vont dépolluer, aides financières et techniques par des institutions de l'environnement. Alors il y a différents types d'institutions, je vous en parlais tout à l'heure. Il y a les DRIR, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les DRIR, et puis il y a l'ADEME. Alors on nous dit, le pollueur est le payeur, c'est-à-dire que les entreprises doivent payer ce qu'on appelle une redevance pollution. Donc dès le départ, on évalue les types de pollution qu'ils font, les quantités, qualité et quantité de pollution, et ils payent une redevance qui est proportionnelle à la quantité de pollution qu'ils génèrent, premièrement. Donc c'est au niveau régional qu'on établit les critères pour cette fameuse redevance. Premièrement, mais aussi des critères pour accorder à ces entreprises des prêts qui leur permettront de s'équiper, justement, en différents matériels et installations d'usines qui permettront de traiter cette pollution. Donc les DRIR, elles mettent en place les projets de gestion de l'environnement, elles mettent en place la gestion des déchets, et elles étudient l'intégration de technologies économes et propres avec l'utilisation optimale de l'énergie. Donc il y a les DRIR d'un côté, et de l'autre côté il y a l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui va coordonner les réalisations de projets liés à la protection de l'environnement et à la maîtrise de l'énergie. Donc ces deux agences, ces deux institutions, en fait, vont permettre au niveau local d'aider les entreprises à dépolluer leurs effluents liquides. Oui, mais au préalable, les entreprises doivent payer une redevance de pollution. Okay. Alors un exemple concret au niveau de l'industrie laitière. Alors, on va le voir, ces industries laitières ont différents types d'effluents liquides. Par exemple, des eaux de rinçage ou de nettoyage de leurs équipements, mais aussi des eaux qui vont provenir des résidus de leur production laitière. Et ici, justement, au niveau de 18 sites d'industrie laitière, a été fait un petit peu des moyennes pour voir quel type de pollution. Donc on retrouve les matières en suspension, des CO, des BO5, phosphore, les nitrites, les matières grasses et les pH, et on observe par rapport à ces 18 sites les minimums et les maximums de pollution. Et ce qu'on peut voir en gros dans ce tableau avec les minimums et les maximums, c'est que c'est très variable. D'accord ? Il y a un écart incroyable. Par exemple, si vous regardez les pH, il y a des pH qui peuvent aller de 3 à 13, donc l'écart est énorme. Les matières grasses, de aucune matière grasse à 600. Donc en fonction des différents sites, eh bien, il y a vraiment des pollutions qui sont totalement hétérogènes. Et ça va être une grande difficulté. Donc la charge polluante est très variable. Ce qui va être très intéressant, et ça, je vous demanderai de bien le retenir, puisque c'est quelque chose qui revient souvent, notamment au niveau des écrits d'annales en STBI, c'est ce fameux rapport, le rapport qui est évalué DCO sur DBO5, et généralement les entreprises cherchent à avoir un rapport qui est constant. Donc peut-être que dans des écrits, on pourrait vous dire, on cherche un rapport DCO DBO qui est égal à tant, et puis vous auriez un tableau, et ce sera à vous de faire les rapports pour voir si effectivement la biodégradabilité est intéressante ou non pour ces effluents liquides. Donc on vous dit, bonne biodégradabilité, intéressante si le rapport est compris entre 1 et 2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va dégrader ces pollutions liquides avec des micro-organismes. On va reparler de tout ça tout à l'heure. Les micro-organismes vont traiter la matière polluante.
D'accord? Oui, mais à condition qu'il n'y ait pas de trop grands écarts. Donc on cherche justement à avoir un rapport plus ou moins constant des CO sur des BO5. Et puis, on cherche aussi à avoir d'autres types de rapports, par exemple la quantité de matière oxydable, mais aussi rapportée à la matière d'azote et aussi à la matière de phosphore. Donc il y a des rapports qui peuvent être satisfaisants justement pour un traitement par épuration biologique, c'est-à-dire en utilisant des bactéries, des rapports par exemple de 100, 6 et 4. Voilà. Si vous avez ces rapports par rapport à ces pollutions, eh bien à ce moment-là, on peut considérer que les bactéries qui vont intervenir pour l'épuration vont bien travailler et vont avoir une bonne croissance. Et donc, globalement, vous allez réussir à dépolluer. Donc, comme je vous le disais, il y a des entreprises qui peuvent avoir des résultats très extrêmes au niveau de ces différentes pollutions, donc des pH extrêmes, ou alors des taux de matière grasse très variés. Bien évidemment, si vous êtes sur une beurrerie, je vous rappelle que le beurre est un produit provenant des industries laitières, c'est à partir de la matière grasse extraite par centrifugation qu'on fait le beurre. Et bien si vous êtes sur le beurre, et bien vous pourriez avoir des effluents qui auraient un taux de matière grasse très élevé. Alors parlons pour le coup des effluents liquides qu'on pourrait retrouver au niveau par exemple des fermes d'élevage. Fermes d'élevage par exemple de bovins. Alors là, je vous disais qu'il y aurait différents types d'effluents liquides. Ici, il y a 4 types d'effluents liquides qu'on peut observer au niveau de ces fermes d'élevage. On va avoir des eaux blanches, du lactosérum, des eaux vertes et des eaux brunes. Alors, le lactosérum, pour les deuxièmes années, vous vous rappelez sans doute au niveau de ce chapitre sur le lait, le lactosérum, c'est ce liquide qui est extrait lorsque justement vous allez compacter le lait, quand vous allez lui appliquer la présure, par exemple, ou une variation de pH, vous allez avoir les caséines qui vont être dégradées ou restructurées, tout le maillage de caséine qui va former un caillé, et ce caillé va former le futur fromage. Bon, ce caillé, se compactant, ces protéines se compactant avec la matière minérale, le calcium notamment, il va y avoir un liquide qui va être extrait, et ce liquide, c'est ce qu'on appelle lactosérum. Alors, il y a de ça quelques années, le lactosérum était considéré comme un sous-produit et pouvait à la rigueur être jeté, d'accord, comme une... Alors, bien évidemment, le problème c'est qu'il était jeté dans la nature et qu'il était riche en matière organique et notamment en protéines. Donc, c'était assez néfaste de jeter ce lactosérum. Bon. Aujourd'hui, il n'est plus du tout ce lactosérum considéré comme un sous-produit, mais plutôt comme un coproduit. C'est une notion très importante en STBI, la notion de coproduit. C'est-à-dire qu'on a un produit principal et bizarrement, il y a un sous-produit. Ce sous-produit va être utilisé pour d'autres process. D'accord? Et donc le lactosérum est très riche en protéines, il est utilisé dans plein d'autres process. Je ne sais plus si j'en parle là, non j'en parle pas là. Autre process, c'est-à-dire par exemple en agroalimentaire, on va utiliser ce lactosérum en poudre pour enrichir en protéines. Donc c'est une qualité nutritionnelle. Alors que ce sera des protéines du lait, mais bon, pas grave, on fera des lasagnes, on rajoutera de lactosérum en poudre, augmenter la texture et puis la teneur en protéines. Okay, donc notion de coproduit. Et puis vous avez ce qu'on appelle des eaux blanches, des eaux vertes et des eaux brunes qui vont constituer donc des effluents. Alors par exemple le lavage et le lavage des installations de traite, bah, c'est des eaux blanches parce que bien évidemment il va y avoir des résidus de lait, donc ça va être de l'eau plus du lait, donc des eaux blanches. Au niveau des fromageries, le lavage des installations et des sous-produits, c'est le lactosérum, ça on en a parlé. Lavage et raclage des sols au niveau des élevages, là c'est ce qu'on appelle les eaux vertes et les eaux brunes. On nettoie les locaux où se trouvent les animaux, eaux vertes et eaux brunes, et on comprend bien ce qui se passe. Les eaux vertes, donc c'est le lavage des sols, premièrement, mais aussi des murs, de la salle de traite, et aussi de l'aire d'attente des animaux. Et bien évidemment, tous ces espaces peuvent être plus ou moins souillés par les déjections des animaux. Dans ce cas-là, on parlera d'eau brune. Eau brune, ruissellement des déjections diluées par les eaux pluviales sur les aires bétonnées extérieures. Le lactosérum, donc je vous le disais, c'est un résidu des processus de transformation du lait en fromage, avec une concentration élevée donc en DCO, demande chimique en oxygène. C'est justement le principal apport de la pollution de ces sites de production de lait.
principale proportion polluante. En DCO, c'est ce lactosérum. Donc aujourd'hui, il n'est plus vraiment considéré comme une pollution, on ne le déverse plus. Il peut subir une atomisation pour obtenir de la poudre de lactosérum et ensuite être utilisé dans d'autres process alimentaires. Les eaux brunes, associées aux eaux vertes, étaient souvent utilisées en épandage sur les terrains agricoles, mais bien évidemment, il y a eu une évolution de la réglementation. Elles sont quand même très chargées en termes de matière oxydable, ces eaux brunes. On n'a plus le droit de les déverser aussi simplement. Il faut les pré-traiter. Donc il y a une réglementation qui est aujourd'hui plus stricte et encore, donc qui est fixée par arrêté. Là, je vous ai mis une date 98, mais bien évidemment qu'il y a des dates beaucoup plus récentes avec des concentrations maximales en fonction des différents types de pollution. Donc il y a une réglementation qui existe qu'il faut respecter, bien évidemment. Alors, les eaux, les effluents liquides vont subir tout un circuit de traitement. Alors, tout d'abord, on va se mettre dans le cadre général du traitement des eaux, puisqu'on a parlé précédemment dans un chapitre de l'eau potable. On parlera plus généralement du traitement des eaux usées. Eaux usées qui peuvent provenir des installations domestiques, donc des maisons, mais aussi des villes, des immeubles, et enfin, bien évidemment, des entreprises. Les eaux usées des entreprises. Alors, tout d'abord, toutes ces eaux sont récupérées via un système de collecte. Et un premier problème, c'est que comme il va y avoir des traitements notamment qui passeront par des filtres et qui feront un traitement par gravité, si c'est un traitement par gravité avec filtration, avec des systèmes de décantation, donc vous avez les matières en suspension qui tombent par gravité, ça veut dire que le niveau de l'eau a son importance. Et donc, quand vous collectez les eaux, vous faites descendre les eaux, bien évidemment. Dans une première étape, il faut obligatoirement en venir à une étape de relevage de ces eaux. Relevage du niveau des eaux. Et là, il y a un système de vis sans fin qui va permettre de faire remonter le niveau des eaux. Première étape. Deuxième étape, on va éliminer les éléments les plus solides, par exemple des détritus, des papiers, des plastiques qui vont être récupérés dans des grilles. Un phénomène de dessablage et de déshuilage, c'est-à-dire que les liquides vont traverser des tapis de sable, par exemple. Donc ça va être un pré-filtre, mais de matière minérale pour le coup. Et puis vous avez aussi le phénomène de déshuilage où en fait la matière grasse qui a une densité plus faible va se mettre à flotter. Et donc vous avez des systèmes sur ces eaux qui vont retenir en fait toute la matière grasse qui est en suspension, en flottaison à la surface. Tandis que l'effluent liquide débarrassé de ces graisses pourra continuer le circuit. Un système de décantation primaire, donc là on arrive dans un décanteur plus ou moins long dans lequel l'eau va avoir le temps de laisser tomber au fond toutes ces matières en suspension. Et puis bien évidemment, comme on l'a vu dans le diaporama précédent, les matières qui étaient tombées au fond, qui pourraient être agglomérées avec un polymère ou pas, vont être récupérées, ces bouts, et déshydratées, pourquoi pas être épandues par la suite dans les champs. Décantation primaire. Ensuite, on en reparlera un petit peu plus tard des bassins d'aération. Qui dit aération dit process biologique faisant intervenir de l'oxygène. Donc une microflore microbienne qui va venir traiter cette pollution organique avec présence de dioxygène. Donc c'est les bassins d'aération, on en parlera. Et puis d'autres principes de décantation avec une compartimentation. Et puis aussi des traitements chimiques. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent sur les eaux, l'eau potable, donc une clarification qui va permettre là encore d'aboutir au final à une eau qu'on aura enfin le droit, une eau qui aura été traitée, une eau usée qui aura été traitée, qu'on aura enfin le droit de libérer en rivière. Donc voilà la chaîne globale du traitement des eaux usées. Alors, pour ce qui est du traitement physique, comme je vous le disais, vous avez le relevage qui est réalisé donc par des pompes et aussi des vis d'Archimède qui permettent de relever le niveau de l'eau. Un phénomène de dégrillage qui va retenir les particules, les éléments les plus macroscopiques, notamment les caillés au niveau des industries laitières. Et puis un phénomène de dessablage qui va éliminer, pourquoi pas, des poussières des sols. Et puis enfin de dégraissage, où des grilles vont retenir à la surface uniquement les phases liposolubles, c'est-à-dire en flottaison,
au niveau de ces effluents, c'est-à-dire toutes les graisses qui flottent. Voilà. Étape de dégraissage. Donc ça, c'est les pré-traitements, on va dire. Et puis ensuite, va venir une étape très importante qui nous intéresse beaucoup dans notre BTS Bioanalyse et Contrôle, qui est le traitement biologique de ces effluents liquides. Alors, le principe donc de cette épuration de cette pollution par voie biologique et non par voie physique ou chimique, ça va être l'utilisation bien évidemment de bactéries, donc des micro-organismes, qui vont métaboliser, c'est-à-dire qui vont dégrader grâce à leurs enzymes, donc métaboliser cette pollution organique qui est soit sous forme soluble, soit sous forme colloïdale, c'est-à-dire de microparticules. Et ils vont pouvoir le faire, ces micro-organismes, selon différents types de métabolisme. Donc c'est là qu'il sera intéressant de distinguer les différents types de micro-organismes intervenants, soit par un métabolisme qui est aérobie, qui nécessitera donc de l'oxygène. Donc on utilisera des biofilms à l'air libre, des biofilms bactériens à l'air libre, ou alors de manière anaérobie, pourquoi pas, qui seront immergés. Les biofilms seront immergés dans un liquide, et donc il y aura un moindre accès à l'oxygène. Ces populations bactériennes pourront être utilisées selon différents types de supports, et notamment d'états physiologiques. Soit on utilisera sur des biofilms vivants, on pourra même utiliser ces bactéries sous la forme de bactéries lysées, c'est-à-dire grosso modo où ce sont essentiellement les enzymes de métabolisme qui vont intervenir. Mais ce qui est intéressant sur les bactéries lysées, c'est que les bactéries vont croître, se multiplier et puis être dégradées. Et en fait, les bactéries dégradées vont servir elles-mêmes de substrat pour nourrir les autres bactéries qui ne sont pas encore mortes. C'est une croissance particulière, vous avez peut-être vu ça en microbio, on parlera de croissance cryptique. Donc grosso modo, pour les traitements biologiques, on pourra distinguer trois types de procédés qu'on va décrire maintenant. Il y a les procédés qu'on dira intensifs, qui sont des procédés qui sont cloisonnés dans l'espace, d'accord, à l'intérieur de bâtiments par exemple. Les procédés qui sont dits extensifs, ce sont des procédés qui auront lieu en milieu extérieur, donc dans la nature. Et enfin, vous aurez des procédés de dépollution biologique beaucoup plus précis et spécifiques et pointus qui seront liés au traitement de petites pollutions. Donc intensif, extensif et spécifique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc voilà ces trois types de procédés biologiques, pour le coup aérobie. Dans les procédés intensifs, on parlera des lits bactériens, des disques biologiques ou alors des bioréacteurs à membrane. Vous avez des procédés extensifs où on parlera de lagunage naturel, et puis des stations à bout activé, et enfin on parlera des procédés spécifiques avec les filtres à sable, les filtres lagunants et les filtres arrosants. Alors tout d'abord, première partie, donc les procédés de traitement intensif. Donc on va utiliser des lits bactériens et puis des disques biologiques, donc les deux techniques, on va le voir, où en fait les bactéries vont être fixées sur des supports. Et ces bactéries vont croître, se multiplier, générer des populations bactériennes énormes sur ces supports, et c'est ce que l'on appelle les biofilms. Alors sans doute que vous avez étudié en microbiologie les structures et les fonctionnements de ce qu'on appelle des biofilms. Un des points intéressants, un des points importants, un des paramètres importants des biofilms, justement, c'est l'accès à l'oxygène. Tout dépend du type de métabolisme que vont réaliser ces bactéries, mais si elles ont besoin d'oxygène, il faut placer ces supports, ces biofilms, en présence ou en absence d'oxygène. Alors ici, dans cet exemple, vous avez tout d'abord un décanteur primaire. Donc ici, vous avez l'effluent liquide qui arrive, qui tombe dans un décanteur primaire, où en fait vous avez la phase liquide et puis les matières en suspension. Ces matières en suspension vont tomber au fond du décanteur, premièrement. Et donc c'est cette phase qui a été libérée de ces matières en suspension, qui contient encore beaucoup de polluants, qui va être traitée ici sur ces biofilms. Alors, on est dans un système intensif, donc qui est cloisonné ici dans un espèce de tank. Donc le liquide remonte ici au niveau d'une canne centrale, et ce liquide va être aspergé au niveau des supports fixes qui sont verticaux. Donc ici vous avez le liquide qui est aspergé sur un support, les supports qui sont verticaux, et sur ces supports verticaux se trouvent les biofilms bactériens.
qui sont complètement, constamment arrosés par cette espèce de roue qui tourne et qui déverse l'effluent liquide pollué. Et donc les bactéries voient le liquide, l'effluent liquide pollué, ruisseler le long de leur structure fixée. Ce qui est important aussi, ce qui est dit, c'est que tout ceci est réalisé avec un apport d'oxygène qui est naturel. On est à l'air libre. On est dans un traitement cloisonné, certes, mais qui est bien à l'air libre. Donc, ce qui redescend à la fin du tank, en bas du tank ici, c'est une eau qui a été traitée donc par ces biofilms, donc métabolisation de cette pollution organique, et donc on récupère cette eau qui est traitée. Bon. En même temps, on récupère aussi une partie de matière en suspension qui va se retrouver dans un décanteur secondaire, et ces bouts, donc ces matières en suspension qui s'accumulent en fond de décanteur secondaire sont repompées, réaspirées pour être remis dans le premier décanteur. Alors pourquoi? Eh bien parce que en fait ces bouts qui arrivent dans ce deuxième décanteur peuvent contenir des bactéries appartenant au biofilm. Donc c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bouts peuvent faire partie de la pollution, mais peuvent faire partie aussi de la solution dépolluante. D'accord? Donc il est très important de réinjecter une partie de ces bouts au niveau du décanteur primaire, et elles reviennent ici et elles vont réalimenter en fait les biofilms en population bactérienne. Bon. Si vous avez compris le principe global, c'est très très bien. Deuxième technique qui repose un petit peu sur le même principe, mais avec un métabolisme un petit peu plus diversifié. Donc vous avez la photo ici et puis le schéma de principe. Donc là encore vous retrouvez le principe du décanteur primaire et du décanteur secondaire avec des bouts ici qui sont remises en circulation. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur des structures verticales dans lesquelles vient ruisseler par gravité les effluents liquides pollués. Ici, on est sur un système de disques. Et ces disques, et c'est pas pour rien qu'ils ont une forme de disque, c'est-à-dire qu'ils vont tourner de manière très très lente, justement dans l'effluent liquide. Et c'est important qu'ils tournent parce qu'en réalité, ils vont avoir un moment où ils vont être à la surface et un moment où ils vont être sous la surface de l'eau, de cet effluent liquide. Donc une partie aérée et une partie non aérée. Donc il va y avoir deux types de métabolisme, aérobie et anaérobie, qui vont intervenir. Ok? Alors comme je vous en parlais, on remarque qu'il y a des décanteurs en amont, qui permettent d'alimenter le réacteur. Celui qui contient les biofilms, c'est le réacteur, avec justement un liquide qui est déjà décanté. Et vous avez donc un décanteur en aval qui permet de séparer l'eau qui a été traitée du reste, c'est-à-dire des bouts. Mais ces bouts peuvent contenir une concentration en biomasse bactérienne intéressante à réutiliser. Donc ces bouts ici sont recyclés dans ce système. Donc l'intérêt de ces structures en intensif sont notamment une faible consommation d'énergie. C'est un traitement qui est peu coûteux en énergie. L'inconvénient, c'est que ça traite des effluents liquides peu pollués. Bon. Alors, il y avait une petite vidéo, mais elle n'est pas terrible, donc je ne vais pas vous la montrer. Troisième technique plutôt, la technique des bioréacteurs à membrane. Donc c'est quasiment la même technique, sauf que là, qu'on a vu précédemment, donc c'est toujours un support avec des populations bactériennes qui sont sur ces supports. On n'est pas sous la forme de disque avec un métabolisme qui est parfois oxygéné et parfois non oxygéné, aérobie, anaérobie. Là pour le coup on est totalement immergé. Donc ici vous voyez c'est des espèces de supports, des cassettes qui sont totalement immergées dans lesquelles se trouvent les populations bactériennes. C'est le dessin qui est ici. Donc ici vous avez une membrane, cette membrane c'est elle qui contient les biofilms. L'effluent pollué arrive dans ce décanteur, enfin, dans ce réacteur, pardon, on parle d'un bioréacteur à membrane, donc on parlera de réacteur. Dans le réacteur se trouve la membrane, et il y a de l'air qui est pulsé dans ce liquide, donc on apporte l'oxygène qui va diffuser au niveau des membranes, et le métabolisme va dégrader la pollution, et donc au final, vous avez une pompe qui récupère le liquide, et c'est un liquide qui est épuré en pollution. D'accord? Alors justement, je voulais vous montrer une vidéo
une vidéo présentant ce mécanisme. Alors il s'agit du bioréacteur à membrane Veolia. Donc, on va regarder cette vidéo. Le procédé Biocep, développé par Veolia Water Solutions et Technologies, est un système de traitement biologique incluant une filtration membranaire. Cette configuration compacte conduit à des usines d'épuration respectant les normes de rejet les plus strictes sur le carbone, l'azote et les matières en suspension. Biocep comprend des bassins biologiques à forte concentration, assurant une élimination poussée des pollutions solubles et des cuves de filtration sur membrane qui, selon les cas, sont soit indépendantes, soit intégrées au bassin biologique. Les membranes sont alimentées en boue activée afin d'en extraire l'eau traitée appelée perméa, qui est stockée avant de rejoindre le milieu récepteur. La boue, quant à elle, est renvoyée dans les bassins biologiques. Chaque réacteur comprend des modules de membrane montés sur des skids facilement accessibles. Afin de limiter l'encrassement des membranes, une injection d'air de brassage est réalisée à leur base. De plus, de courtes et régulières séquences de rétrolavage des fibres avec une partie du perméa permettent le maintien des performances hydrauliques du Biocep. La filtration est effectuée de l'extérieur vers l'intérieur des fibres, dont le seuil de coupure se situe entre la microfiltration et l'ultrafiltration, sous une légère pression transmembranaire. Biocep permet la production d'une eau traitée de très bonne qualité bactériologique. Complètement automatisé grâce à l'offre de services Veolink, Biocep est un système facile à exploiter, incluant une conduite prédictive de l'installation en temps réel, basée sur l'expérience d'exploitants et de constructeurs du groupe Veolia, acquise dans les réacteurs à membrane depuis 1991. La barrière physique de la membrane retenant les bactéries et une partie des virus fait de Biocep le choix idéal quand les contraintes bactériologiques sont importantes, dans le cas par exemple d'un rejet en zone de baignade ou lors d'un besoin de recyclage d'eau. Bon, bien évidemment, c'est une vidéo ultra publicitaire pour Veolia. C'est tout pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là et puis je continuerai le cours sur la vidéo prochaine. Donc à bientôt.